Grand Prix numéro 5 dans les livres. Et maintenant, on va vous permettre de tout analyser ça. Bienvenue à Formule Nulle. Et avant tout, je vais dire la bienvenue à mon ami David. Comment ça va? Ça va bien, Guillaume, toi? Oui, toujours sur le beat, hein, c'est important. Toujours. Donc, un Grand Prix de Miami, première fois qu'on vit ça. Comment qu'on a vécu ça, David? On a vécu ça, c'était assez ordinaire, moi, te dire. Écoute, je te mentirai pas, je me suis endormi. Oh, ok. C'était... Ça... Je me suis réveillé lors de la collision entre Pierre Gasly et Lando Norris. Ça va être prometteur pour notre analyse ça, du Grand Prix. Ouais. Donc, sans plus attendre, on va aller au podium. Fernando Alonso back on the podium in Formula One. Ouais, non, on parlera pas d'Alonso cette fois-ci, mais le podium cette semaine du Grand Prix de Miami, tant médiatisé, tant montré des affaires weird avec, mais au final, aïe. Donc, on va commencer avec la première match du podium. Max Verstappen avec son... Oui. On ne peut pas passer à côté de sa masterclass. Ah, c'est une masterclass. Ben oui, clairement. À partir du 3e, et dépasser et Sainz et Leclerc de la façon qu'il l'a fait, écoute, il y a personne d'autre qui méritait de gagner ce Grand Prix-là. Ah, même pas Alonso? Non, on n'en parlera pas aujourd'hui. Non. OK. Même avec sa punition, il ne méritait surtout pas. Bon, OK, c'est correct. Mais est-ce que ça... Moi, c'est une question qui me porte à l'esprit quand que je vois Verstappen. Est-ce que c'est un peu Leclerc est en train de choquer? Le début. Écoute, on est rendu au 5e Grand Prix, on commencera pas à parler de choquer. Mais quand on arrive à Monaco, on pourrait dire qu'il va choquer. Pour l'instant, je penserais pas. Je pense que c'est juste c'est les réglages qui ont fait la différence. La Ferrari était beaucoup plus efficace dans les virages. La Red Bull était beaucoup plus efficace sur la vitesse pure. Miami, c'est pas mal plus un circuit de vitesse, donc la Red Bull avait l'avantage. C'est là que Verstappen a réussi à gagner sa course. On verra ce qui va se passer en Espagne, mais non, je pense pas qu'il commence à choquer. C'est sûr que là, la différence entre premier et deuxième à la longue, ça peut finir par le rattraper. On verra ce que Ferrari a dans sa manche, justement pour le prochain Grand Prix avec les modifications, les améliorations qu'ils vont faire. Mais non, je pense pas qu'il choke pour l'instant. Mais là, somme toute, oui. Ben non, parfois je m'en disais, c'est pas comme s'il on manquait un virage où il l'avait mis dans le mur ou puis dans le fond qu'il finissait avec un 0 pointé. Mais on verra. Mais non, je pense pas qu'il choke. OK. Ben c'est parce que là, je veux dire, finalement, on a quand même un championnat plate. Mine de rien. Ben, il va devenir le fun plus ça va avancer, parce que plus ça va avancer, plus l'impact va être important, plus ça va prendre de l'ampleur, plus que là, les batailles risquent d'être plus... avec un petit peu plus d'aminosité. Voyons, on va finir par le dire. Ouais. Puis, on va sûrement arriver un jour à faire avec un Hamilton Verstappen, qui va avoir un contact, puis c'est là que ça va s'envenimer. Mais... Non, qu'il va le passer pour un tour. Ouais, c'est ça, mettons, tu sais. Ah, il manque juste, pour vrai, il manque juste une troisième écurie là, cette année. C'est juste ça qui manque, là, ça aiderait. Là. Ben, peut-être Mercedes, on verra. Écoute, ils sont supposés amener des améliorations en Espagne. Ben là, ça fait 3 courses qu'ils disent ça. Vanné, j'y crois plus. Ouais, je sais, mais tu sais. Ouais, je continue d'y croire. OK. Deuxième match du podium, Valtteri Bottas. Ah ouais, OK. Pourquoi? Oui, Valtteri Bottas. Oui, pour la belle performance qu'il a offert en fin de semaine, autant en qualification qu'en course. Qualifié 5e, si je me trompe pas, devant les Mercedes, surtout devant Lewis Hamilton. Tout le monde était wow. En course, même chose, réussir à garder sa 5e place jusqu'à la fin où malheureusement il a trop voulu protéger dans le dernier virage. J'ai comme tous les autres pilotes qui ont essayé de faire la même chose. Perd le contrôle, tape un peu le mur à la sortie du virage. Puis c'est là que Lewis Hamilton et George Russell ont réussi à le dépasser. Donc il termine 7e si je me trompe pas. Mais malgré tout, une super belle course. On voit la différence que ça peut faire entre un bon pilote puis
qui a moins d'expérience. On voit Bottas qui finit 7e dans une Alfa Romeo pendant que Guan Yu Zhou, bon, je sais, il a fallu qu'il abandonne. C'est pas nécessairement de sa faute, mais les résultats n'étaient pas si probants malgré avec la qualification qu'il avait faite puis les essais libres. Pour vrai, je t'aurais me demandé si la meilleure décision que Valtteri Bottas a prise dans sa carrière, c'est même pas celle d'aller chez Mercedes, mais celle d'aller chez Alfa. Ben non, je pense quand même. Il y a plus de. Je pense qu'il y a juste les circonstances, quand on en parlera tantôt de l'aspect chance, là, mais. il y a une question de circonstances, mais en même temps, il est beaucoup plus libre. Chez Mercedes, il était numéro 2, il était en arrière de Lewis Hamilton. Écoute, sincèrement, il aurait pu être plus haut, mais moi, Bottas, son gros problème, c'est qu'il n'osait pas dépasser. Il manquait de la chien pour dépasser. Non, effectivement, mais je parle, oui, effectivement, ça aurait été le fun pour lui. Sa meilleure décision, c'est sûr que ça aurait été d'arrêter chez Mercedes et de gagner un titre. On se mentira pas. En même temps, chez Alpha, j'ai l'impression qu'il a retrouvé une liberté qu'il avait perdue. J'ai l'impression de voir, bon, on dit le Valtteri Bottas 2, 3, 4, 5.0, là. Mais là, j'ai l'impression qu'on a un Valtteri Bottas, mettons 10.0, puis que là, il est beaucoup plus libre. J'ai l'impression qu'il se sent plus chez eux. Il est plus apprécié, il est plus. Je sais pas. Okay. Je le trouve meilleur. Puis c'est pas un pilote que j'apprécie particulièrement, mais on dirait que là, cette année, je l'aime bien. Eh ben, ça, c'est un gros statement. C'est un gros statement. OK. Mais il avait pas perdu plein de places au départ, Bottas, ou c'est à l'autre Grand Prix? T'as l'autre Grand Prix, je pense. Ok, est-ce que je commence à y mélanger? Non, par exemple, il est parti, puis il a gardé sa 5e place pas mal toute la course. Ok, ça, c'est dans l'autre qu'il avait perdu genre 8 places, là, quasiment. Ça se peut. Ah ben, ça se peut très bien. Dans ce cas-là, mon commentaire est impertinent. 3e marche du podium, George Russell, l'homme chanceux. Monsieur Chance, qui avait mauvaise qualification, mauvais timing pour sortir, pour faire sa qualification, se fait dépasser. Éliminé en Q2, part 12e, puis bon, part avec les pneus durs, dit bon, on va essayer de toffer le plus qu'on peut. Puis remonter, puis on s'est dit bon, maintenant il va falloir qu'il arrête. Et là, coup de chance, la safety car qui sort. La voiture de sécurité, on va franciser ça. Ouais, voiture de sécurité. Donc un arrêt pratiquement gratuit. Il est à l'entrée des puits, rentre tout de suite, sauve un temps fou pendant que tout le monde ralentit, évidemment, dû à la voiture de sécurité. Réussit à garder sa 7e place, sort en médium, réussit à dépasser Hamilton. Bon, puis en fond, Bottas par les circonstances que j'ai expliqué un peu plus tôt. Mais encore un autre top 5 pour George Russell. C'est le seul pilote cette année qui a fini toutes ses courses dans le top 5 à date. Donc, des fois, je me dis, on crée sa chance un peu aussi, tu sais. Ouais, c'est ce que les fans disent. C'est comme genre, on crée notre chance parce qu'on finit dernier, fait qu'on va avoir de meilleure chance au premier choix. Et voilà, t'as tout compris. Le principe est le même. On crée notre chance en n'étant pas bon. Et voilà, les gars. C'est une manière de voir les choses. Tout le monde est content parce qu'on a gagné 10-0 à la fin. En tout cas, bref, on revient au vrai sport. Les héros et les fantômes du week-end. Je vais te laisser avec notre premier, ton héros du week-end. Ben, mon héros du week-end, écoute, j'ai quand même hésité, mais j'hésitais, je voulais prendre Esteban Ocon, mais je me disais, super belle course, mais je peux pas passer à côté de George Russell, encore une fois. Je le sais que c'est de la chance, je le sais, mais comme je disais, Mané, tu crées ta chance, il pilote bien, il est en avant d'Hamilton à toutes les courses. J'adore George Russell. C'est vraiment juste pour ça que je dis. Ça, je me dis. Donc, moi, mon héros du week-end, parti de la ligne des puits et finir dans les points, notre cher Canadien, Lance Stroll. Wow! Écoute, je pensais même pas que tu le prendrais une fois cette année. Écoute, je le prends. Je le prends parce qu'il n'y a pas tant de choix en tant que tel dans ce Grand Prix-là. Puis je me suis dit que je trouve quand même qu'il a réussi à se démarquer quand même et à résister aux montées des Mercedes puis des autres Mobilito quand ça se battait. Même si on finit par se faire dépasser anyway, mais je trouve que il a mérité sa place dans les points cette fois-ci. Il a quand même profité du fait que Alonso a tombé hors du top 10 à cause de sa pénalité, parce que sinon il finissait 11e si je me trompe. Ah ouais, sinon j'aurais pris Ocon, mais voilà, c'est ça. Hein?
Le choix facile. C'est ça. Choix facile. Mon fantôme du week-end, pour moi, j'y vais avec un pilote d'une écurie très prometteuse en début d'année, mais que ça fait quelques courses qu'on ne voit plus. Je parle ici de Haas et de Mick Schumacher. On l'a pas vu ce week-end, moi. Toi, l'as-tu vu? Ben moi, je l'ai vu à la fin, quand il est rentré avec Sébastien Vettel. C'est là que je l'ai vu. Ah oui, c'est ça. Puis c'était vraiment drôle, parce que quand l'accident est arrivé, absolument Vettel, il se gêne pas. Maudit jambon, maudit ci, maudit ça. Puis là, parce que c'était Mick, puis qu'il y a une super belle relation avec lui, c'est correct, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. J'ai trouvé ça vraiment touchant. C'était cute. Eh ben... Fait que toi, c'est quoi ton fantôme? Mon fantôme du week-end, écoute, Daniel Ricciardo, je ne l'ai juste pas vu. C'est parce qu'il est dans l'auto orange, pour ça, faut que tu le saches. Écoute, il aurait pu ne pas faire le Grand Prix, puis je m'en serais même pas rendu compte. J'aurais fait, ok, il a manqué la course en fin de semaine. D'accord. C'est mon endormi du week-end. Eh bien, donc maintenant, on va passer au fameux segment de indice de sommeil de ce Grand Prix. Toi, tu t'es endormi dedans. Ouais. Moi, je me suis pas endormi dedans parce que j'avais des obligations professionnelles durant ce Grand Prix. Donc, j'ai pas pu m'endormir. Des détails. Exactement, des petits détails que non. Bref. Donc, moi, j'y vais pas encore fort. J'aurais donné un demi-mouton pour ça, mais comme je te l'ai déjà dit, ça n'existe pas, les demi-moutons. Donc, à moins que j'y aille avec un mouton puis un veau, mais là, ça commence à être... Non, pas un veau. Ça devient une brebis, là, ça devient trop compliqué. Une brebis. 8 moutons sur 10. Notre plus haut score à date. Oui, je me garde encore du jeu parce que je sais que Monaco s'en vient et que probablement il va être classé au-dessus. Monaco pourrait être le fun s'il y a des accrochages. Mais, vu qu'ils vont juste tous se suivre. Ouais. Mais le problème, là, c'est parce que là, les autos sont encore plus larges. Ils n'ont pas de place pour passer. Là, je veux dire. Toujours ça le problème. Il faudrait juste qu'ils se fassent juste un petit peu plus d'espace dans la... Genre à la marina, là, parce que là, tu pourrais t'en créer un peu plus là, de l'espace. Là. Ouais, dans la ville, c'est normal, là, mais bon. Je vais peut-être lui donner encore... je vais peut-être lui enlever un mouton parce que c'est beau à regarder, là, mais en tout cas, bref. On verra. Ouais, on verra, exactement, comme notre cher Premier ministre dit. Alors, voilà, on a fait le tour de ce Grand Prix de Miami. Est-ce qu'on a hâte au Miami l'an prochain? Personnellement, non. Autant que j'étais excité, autant que... Non. Ouais. Mais je sais pas, peut-être avec des, tu sais, plus équité, là, je sais pas. Ouais. On verra. De toute façon, même là, il y en a jamais d'équité en Formule 1. Ah, bon, bien gâché mes rêves communistes. Donc, voilà, on va passer maintenant à l'arrêt au puits. L'arrêt au puits, c'est ce fameux segment où est-ce qu'on fait le tour des actualités F1 formuliennes. En tout cas, bref. À peu près ça. À peu près ça. Et notre premier arrêt au puits, on arrive et on perd pas de temps. Je comprends pas trop le titre, mais je vais le lire quand même. Ferrari en test privé. Ben, test privé, oui et non. C'est ça qu'on sait pas. C'est que dans le fond, durant la saison de Formule 1, chaque écurie a le droit à 100 km 2 fois par année pour faire des vidéos promotionnelles. Donc, ils peuvent rouler avec leur voiture avec des pneus de démonstration qu'ils appellent. Puis là, dans le fond, Ferrari en avait fait un à Barcelone au début de la saison. Mais au début de la saison, dans les vidéos promotionnelles, Ferrari avait encore Kaspersky comme commanditaire sur la voiture. Kaspersky étant une compagnie russe, le contrat a été cassé et Kaspersky n'apparaît plus sur la Ferrari. Donc, il a fallu faire une deuxième journée pour enregistrer une vidéo promotionnelle de la Ferrari. Ils n'ont pas entendu parler des effets spéciaux? Ça a l'air que non. Okay. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont fait leur séance d'essai à Monza et il y avait rajouté de la sécurité partout alentour du circuit pour que personne y ait accès. Tout ce qu'on a vu, c'est une photo, tout ce qu'on voit passer à travers, mais on ne sait pas. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils en ont profité pour tester des nouvelles pièces aérodynamiques? Ça reste qu'ils pouvaient faire 100 km, donc ils pouvaient faire 17 tours, qui équivaut à peu près à une course sprint, quand même. Moi j'ai une question, est-ce que notre espion sur place de Formule Nulle a entendu 17 fois l'auto passer devant lui? Je ne crois pas. OK. Mais j'imagine s'il aurait bien ouvert l'oreille,
ils auraient probablement entendu les 17 fois. Okay. Parce qu'on s'entend que si tu peux essayer, tu sais, ils sont dans une course au championnat du monde, ouais, moi de Ferrari, j'aurais pris les 17 tours puis je me serais gâté. Mais on sait pas, est-ce qu'ils en ont profité pour tester des nouvelles, comme il y a certaines personnes qui ont remarqué certaines versions sur le DRS qui étaient différentes. Vrai, pas vrai. C'est dur de juger. On verra qu'est-ce que ça va donner, mais il y en a beaucoup qui se doutent qu'avec la sécurité qui était renforcée puis tout ça, que peut-être ils en ont profité pour s'essayer à changer quelques petites affaires sur la Ferrari pour les courses qui s'en viennent. Penses-tu qu'ils l'ont fait? Personnellement, moi je l'aurais fait. Fait que là, ils ont déjà busté leurs deux. Ouais, dans le fond, ils peuvent plus faire des vidéos promotionnelles jusqu'à la fin de la saison. C'est un peu cave de leur part. En même temps, oui et non, ça dépend. Ça reste qu'il fallait qu'ils fassent ces vidéos promotionnelles. Là. Je comprends qu'il tu changes de commanditaire, ok. T'en profites pour faire ça à la maison, sur un circuit que tu veux absolument gagner. Moi, je pense que ta vidéo promotionnelle, tu peux facilement enlever ça à l'ordinateur. Ah, ouais, effectivement, mais en même temps, c'est beaucoup de retouches. Il voulait-tu vraiment? Je sais pas. Écoute. Bon UC puis Hobbs sans doute, là. Écoute, ok. De toute manière, rendu là. On s'en fout. Donc, c'est ça le point. Rendu là, ça les aidera pas plus à gagner. Deuxième partie de notre arrêt au puits, Sébastien Vettel qui s'interroge. Ben oui, Sébastien Vettel a participé à une émission de la BBC qui s'appelle Question Time, si je me trompe pas. Et durant l'émission, il parlait d'environnement, des énergies fossiles, de renouvellement d'énergie, etc., etc. Puis il y a une personne qui a demandé, mais écoute, tu trouves pas que tu es un peu hypocrite de venir parler de ça quand tu roules dans une Formule 1 depuis je sais pas combien d'années? Puis que tu viens de faire un peu la morale en disant faut faire faut être dans l'environnement, faut ça. Puis il a répondu que effectivement, quand il sort de la voiture, il se le demande, c'est-tu quelque chose qu'on devrait faire, voyager à travers le monde, puis gaspiller des ressources. Mais il dit en même temps, il dit c'est ça que j'aime faire. Et c'est ça que je suis bon. Il dit quand j'embarque dans une Formule 1, je suis bien, j'aime ça. Mais là, la question que je me demande, c'est en disant ça, est-ce qu'il signe un peu la fin de sa carrière dans pas grand temps? Est-ce qu'on pourrait. Son contrat arrive à échéance à la fin de la saison. Est-ce qu'il pourrait juste dire Aston Martin, ça marche pas. Moi, je me reviens de bord, puis je m'en vais faire mes œuvres XYZ. Un peu comme Lewis Hamilton va le faire à la fin de sa carrière, évidemment. Là, il va aller dans Formule 1. il pourrait très bien aller en Formule 1, ça serait un super ambassadeur. Il va tout vouloir le faire, personnellement, je pense pas. Mais en même temps, c'est quand même. J'aime le courage que la personne a eu de demander, comme, tu trouves pas ça un peu hypocrite ce que tu fais, tu sais? Ouais, mais tu sais, je veux dire, moi je comprends son point, puis il y a probablement des trucs qu'on peut faire pour, mettons, la Formule 1 régler ça, parce que tu sais, on s'entend que tout le côté avion, c'est là que ça pollue le plus, mais tu sais, quand on regarde juste niveau calendrier, les 4 derniers Grands Prix qu'on a été, puis je vais aller dans le désordre, on était à Miami, ensuite on était en Italie, ensuite avant ça on était en Australie, puis avant ça on était en Arabie Saoudite. T'sais, effectivement. Je veux dire, il y a probablement un moyen pour faire genre, OK, on est dans le coin du Moyen-Orient, on fait des Grands Prix du Moyen-Orient. On s'en va en Amérique du Nord, on les fait, on les suit logiquement. Fait que ça, t'es capable, mettons, de te déplacer à cet endroit-là. Je pense que ça peut. Tu sais, il y a un segment à partir de la Grande-Bretagne jusqu'à l'Italie, où c'est un segment d'à peu près 7 courses. Donc là, t'es en Europe, là, ça roule, puis là, c'est tout collé. Fait que là, c'est facile. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, après ça, quand tu finis la saison en faisant Japon-États-Unis, tu sais, c'est loin. Ouais, effectivement. Mais tu vois, États-Unis, Mexique, Brésil, ça, c'est plus logique. C'est dans le même coin. Ah, effectivement, c'est logique. Mais en même temps, on commence dans les pays arabes et on finit dans les pays arabes. Tu sais, c'est comme. Tant qu'à ça, faites tout en même temps à la fin ou faites tout en même temps au début, mais mané. Ah, là, au début. Ils sont tellement en plate. Au début. Ils finissent à Suzuka comme dans le temps. C'est pas au Brésil, ils finissaient? Ouais, mais je te parle avant ça. Là. Il y a un bout de mané, il finissait à Suzuka. Fais pas comme si tu le savais, là. T'étais trop jeune de t'en rappeler. Oh, c'est ça, oui, j'étais vraiment trop jeune de m'en rappeler. Vraiment trop jeune. Je t'avoue, oui, tu es tout hypocrite, là. Ah, c'est ça. OK.
Ouais, ben, sinon, à part ça, niveau pour sauver l'environnement en Formule 1, je veux dire, éventuellement, ils vont devenir électriques, là, ça m'étonnerait pas. Là. Ben, électrique, personnellement, j'y crois pas. Je sais que déjà la réglementation moteur de 2026 va aider. Il va y avoir beaucoup plus d'électricité qui va être générée, donc pour ralentir, à fond, pour qu'ils prennent moins le moteur. Ils veulent monter, je pense, c'est le niveau d'éthanol dans le gaz à 50%. Donc oui, ils font des efforts, mais la Formule 1 ne deviendra pas la Formule E. Ça, j'en suis convaincu. Ah, moi, je te dis que oui. Je te dis pas genre dans 5 ans. Je te dis genre dans 30 ans quand on n'aura plus le choix. Ah, peut-être, là. Mais écoute, dans 30 ans, bon, c'est ça. Ouais. En 30 ans, c'est encore loin pour moi. Là. Non, c'est vrai que c'est on loin. sera peut-être même plus là dans 30 ans, on le sait pas. Ouais, je sais. C'est quand même dans 12 ans le départ du Romano Fafard. Sur effectivement. Ça, alors, toi, dernier arrêt au puits, Mercedes qui garantit qu'ils vont être là à long terme. Ben oui, ils ont c'est le chairman, si je peux dire ça. Genre le président directeur général, je sais pas comment exactement, c'est quoi le terme qu'il y a. Olak. Ouais, c'est ça, exactement. Olak Kalenius, qui a parlé aux médias en Allemagne, puis qui a dit que dans le fond Mercedes était en Formule 1 pour rester. Dans le fond, la quote, à peu près ce qu'elle dit, là, c'est que dans le fond, la série Drive to Survive, parce qu'évidemment, tout le monde se sert de Drive to Survive pour promouvoir. Dans le fond, pour eux, ça a changé la donne. Il y avait des rumeurs qui disaient que Mercedes était peut-être au bout du rouleau parce que ça coûtait cher. Faire de la Formule 1, puis c'était peut-être pas nécessairement aussi rentable que ce qu'ils voulaient. Mais bon, Drive to Survive a encore changé la donne, qui sont heureux de participer en Formule 1, d'être une des forces pour développer leur technologie et le marketing. Pour eux, la Formule 1 a un très bel avenir. Donc, ils ne voient pas pourquoi qu'ils quitteraient en pleine gloire, d'une certaine façon. C'est une bonne nouvelle parce qu'on s'entend que Mercedes est quand même un gros constructeur. La Formule 1 pourrait se permettre, je ne sais pas jusqu'à quel point, de perdre Mercedes. Oui, tu aurais toujours Ferrari, mais en même temps, Red Bull, c'est pas un constructeur. Williams, c'est pas un constructeur. Jusqu'à quel point, je sais pas. Renault. Ah, c'est pas un constructeur non plus. Ouais, mais Renault, c'est pas Renault. Renault, c'est Alpine. Dans leur petit monde, là. Il est pas tant mondial. Oui, il est mondial, là. Je sais qu'il est mondial, mais il n'y a pas de Renault ici. Il n'y a pas. Ben non, parce que personne ne conduirait ça. Ben écoute, je pense que les derniers Renault qu'il y a eu ici, c'est des Renault 5. Hein, fait que, c'est ça. Mais c'est une super belle nouvelle, je trouve, que Mercedes s'engage à long terme en Formule 1. Alright. Moi, j'ai une curveball pour toi par rapport à ce que tu dis d'engagement. Moi, j'ai une question. Un peu comme si on stallait l'arrêt au puits. Là. Ouais. À quand un retour d'une 11e écurie ou plus? Écoute, il y a eu des discussions Écoute, c'est vraiment une curveball que je prends. Il y a... voyons, écoute, pour faire exprès, j'oublie son nom. Écoute, regarde, on en parlera au prochain arrêt au puits. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en parlera au prochain arrêt au puits. Mais il y a eu des discussions à Miami. Dans le fond, ils ont voulu faire signer Andretti. Ah oui, je finis par m'en rappeler, qui s'est promené dans le paddock à Miami pour faire signer une pétition pour retirer les coûts de 200 millions pour qu'une nouvelle écurie ingère la Formule 1. Et il y a seulement 2 écuries qui ont signé sur les 10. Donc, à quand la 11e, je ne le sais pas. Probablement pas 2023, probablement pas 2024, probablement pas 2025, peut-être plus 2026. Avec la nouvelle réglementation moteur. La question, est-ce que Formule 1 va être là en 2026? Bon, c'est pas. On verra. Le seul l'avenir ne le dira. Peut-être que ça sera rendu shelter nul, on sait pas. Hey, on va se faire acheter. Right. Pendant d'avenir, on s'en va maintenant. On a fini notre Grand Prix de Miami et on s'en va au Grand Prix d'Espagne. Donc, allons découvrir un peu l'Espagne avant de parler un peu de ce Grand Prix.
Le royaume d'Espagne. Possédant la majorité du territoire de la péninsule ibérique, l'Espagne est sortie de la dictature du général Franco avec la restauration de la monarchie par Juan Carlos Ier et le roi rétablira la démocratie représentative. Il y a d'ailleurs 4 milices présentement membres de l'Opus Dei, qui, on vous le rappelle, est l'ordre secret dans le Code da Vinci. La relation entre l'Espagne et sa communauté autonome, la Catalogne, peut être comparée à celle du Canada et du Québec. Tous deux parlent majoritairement une langue différente avec une culture propre à eux et souhaitent se séparer. D'ailleurs, c'est dans les déserts espagnols que la plupart des films de western spaghetti italiens ont été tournés. La sieste est très importante en Espagne de 14h à 17h, d'où leur heure tardive de souper vers 22h. Niveau sportif, le pays abrite l'équipe ayant remporté le plus de fois la Ligue des champions au football, soit le Real Madrid. Place au Grand Prix d'Espagne, où la tradition de la sieste imprègne un peu trop la course. Alors, Grand Prix d'Espagne à Barcelone, sur le circuit, je me souviens plus de quoi, à Catalogne. Barcelona-Catalunya. Exactement, là doit être la Catalogne. Exactement ça. Alors, donc, à quoi s'attendre de ce circuit-là? Explique-nous un peu en détail, David, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Ben, cette affaire-là, c'est un circuit de 4,675 km qui va être couru sur un total de 66 tours pour un total de 308,424 km. Il contient 16 virages. Le record du tour, Max Verstappen l'année dernière en 1 minute 18 149 millièmes, un temps en course évidemment. Le premier Grand Prix a lieu en 1991 et c'est un circuit de test qui est connu de toutes les écuries parce que tout le monde s'en sert pour faire les essais libres en début de saison, même celles qu'on ne voit pas à la télévision parce qu'il y a des gentils messieurs qui payent trop cher pour pas qu'on les voit. Et habituellement ça donne un Grand Prix assez ordinaire parce que toutes les écuries le connaissent tellement qu'ils arrivent là-bas avec le petit carnet, c'est déjà tout préparé depuis 2 mois. Ah, nice. J'ai hâte à on va faire un bel indice sommeil. On va faire un bel indice sommeil. All right. J'avais une question, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Alors, ah oui, est-ce que c'est un circuit qui tourne à gauche ou qui tourne à droite? C'est un circuit qui tourne à droite. Ah, parfait, je vais le mettre dans cette catégorie-là. All right. Donc, c'est important parce que ça va changer ma prédiction pour le pool des nuls! Le pool des nuls. Donc, le pool des nuls, on se rappelle que c'est notre pool sur Facebook. Vous pouvez toujours vous joindre. Ça a commencé un peu en retard, mais c'est encore possible. Hein? Si tu scores un 3 week-ends parfaits, tu deviens premier quasiment. Fait que, effectivement. C'est ça. Fait que tu peux encore. En prenant pour acquis que les autres ne feront pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pool la semaine passée? Donc, évidemment, on se rappelle que Max Verstappen a remporté le Grand Prix devant Charles Leclerc et Carlos Sainz. Les 5 points de la pole ont été remis à Charles Leclerc. L'écurie du week-end a été Red Bull. Oui, l'écurie du week-end, qu'on se rappelle que c'est l'équipe qui amasse le plus de points dans la fin de semaine. Effectivement. Donc, et notre classement, ça a l'air de quoi en ce moment? Ben, on a un nouveau meneur, Olivier Gendron avec 181 points. Ouh. En deuxième position, on a Andrew Dickinson qui chute à la deuxième position avec 173 points. Et notre champion en titre, Mobro, qui prend la troisième position avec 138 points. Il faut quand même souligner 2 poolers qui ont fait une semaine de 63 points. Donc, il lui manquait un 5 points simplement, genre soit de la pole ou de l'écurie du week-end. Dans le fond, 63 points pour Danny Brouillette et Mobro. Super belle performance. Je pense que c'est la première fois qu'on en a 2 qui font 63 points. Wow. Qui font autant de points. Ça commence à être facile quand c'est tout le temps Verstappen, Leclerc. On commence à avoir un trio. Ben, écoute, ils sont quand même juste 2 à l'avoir eu sur 20. Là. Non, je sais. Ben, c'est ça que ça fait qu'il va peut-être falloir qu'on fasse de quoi là-dessus. Là. On va se pencher là-dessus. Ouais. Par pure interrogation, toi, t'es combien? Moi, je suis rendu combien? Écoute, je pense que je suis rendu 6e, si je me trompe pas. Sur 7e, je pense que j'ai tellement pas fait de points ce week-end. C'était un peu décevant. Je vais essayer de me reprendre. Écoute, avec ma prédiction, je ne crois pas. Toi, je pense que t'es environ je pense que t'es 10e à peu près. Là. All right, c'est bon, mi-chemin. L'important, c'est le marathon. Hein? Parce que moi, j'ai fait des prédictions farfelues, mais j'ai tout le temps au moins une personne spot on. Fait que c'est parfait. Et gars, tu vois, au final, je suis 10e. Okay. Et tu es 13e. Je suis 13e? Ah, shit. Ok, je suis derrière mes plans. Je suis censé être prévu être 11e à ce moment-là. OK. Prédiction pour la semaine, David?
Moi, j'ai essayé d'y aller un peu à la surprise. Je me suis dit, tant qu'à pas être capable de faire des points, ben, j'en ferai pas comme du monde. Donc, j'ai décidé que cette semaine... Tu t'inspires des stratégies, c'est ça? Hein? Exactement. Comme j'avais dit, si je ne fais pas rien ce week-end, je change mes prédictions. Je suis resté quand même logique, mais j'ai décidé que pour la première fois ce week-end, ce serait ni une Ferrari, ni une Red Bull qui allait gagner. Pour l'instant, moi, à chaque fois que j'ai dit ça, ça n'a jamais marché, mais vas-y. Ça marchera probablement pas, mais c'est pas grave. Donc, George Russell, première victoire en Formule 1 ce week-end. Non, je peux te dire quand ça va arriver. Montréal. Ah ouais, j'avoue que c'est toujours le Grand Prix pour ça. C'est correct, vas-y, amuse-toi. Ouais, c'est pas grave. Mais ça serait pas pareil, George Russell. Je changerai pas ma prédiction, elle est faite. C'est bon, c'est dit, il y a trop tard. C'est dit. Le reste de ton podium, ça serait? Verstappen et Perez. OK, fait que les Ferrari sont pas... Aucune Ferrari. Damn. Donc, je dis qu'il ne choke pas, mais il n'est pas sur le podium en fin de semaine. OK, j'aime ça. Ben, par pure spéculation, Hamilton, il se classe où, selon toi? Hamilton, il va finir, je sais pas, il va finir 7-8. Je sais pas. OK. Ben, à peu près. Avec un Russell qui finit premier, puis l'autre finit 8, ça, c'est... il est pas là, Hamilton. Il est pas là. Moi, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Je dis, s'il y en a un qui finit premier, d'après moi, il va être proche du top 3. Mais en tout cas. Non, il va être, check ça, 7-8e. Alors, moi, je vais donner une vraie prédiction, une vraie bonne prédiction. Ben, donc, ouais. Pole position, Carlos Sainz. Et notre top 3, numéro 3, Verstappen. Numéro 2, Leclerc. Et numéro 1, Carlos Sainz. Première victoire en Formule 1. Première victoire de Sainz. Ben, tu vois, j'ai quand même été réaliste. J'ai quand même pris Charles Leclerc pour la pole. Mais il gagnera pas. Fait que toi, tu penses qu'il part en pole, mais il finit pas dans le top 3. Il va partir en pole, puis il va continuer dans le bac à gravier au premier virage. Ah, il n'y a pas de bac à gravier à Barcelone. Ben, il va continuer tout droit pareil. Il va continuer tout droit longtemps. Okay. Il va continuer tout droit. Donc, évidemment, pour moi, l'écurie Ferrari. Donc, voilà, je pense, d'après moi, j'ai l'impression que... Tu vas pouvoir faire plus de points que moi. Je sais. Duh. Voyons. Okay. Tu vas revenir 10e, moi, je vais tomber 13e. Moi, je vais monter à la gloire. Je m'assume. Je monte à la gloire, là. Je dis, Ferrari, c'est leur week-end. Sainz, il va être là, puis je me dis que Leclerc pourrait le passer, mais vu que ça va être Sainz premier, Espagne, il va faire... OK, alright, je te protège. Ouais, il va faire une première victoire à la maison en plus. C'est ça va être bon pour le moral, puis c'est ça, ils vont être contents, ils vont se donner des câlins, puis il va y avoir une pleure, puis quelqu'un va boire dans un soulier, puis ça va être ça. Donc, voilà, c'est ce qui complète notre épisode de Formule Nulle. Comme d'habitude, faites les affaires qu'il faut faire pour, comme tout le monde dit dans les autres balados que je dirais pas. Donc, merci David. Merci Guillaume.